Baudouin IV de Jérusalem est l'un des personnages les plus fascinants et les plus poignants de toute l'histoire des croisades. Un enfant promis à la grandeur, frappé très jeune par une maladie qui aurait dû le condamner à l'ombre, mais qui refuse le destin qu'on voulait lui imposer. Dans ce récit, nous allons suivre l'évolution d'un prince fragile, devenu un roi redouté, capable d'affronter Saladin, le plus grand souverain musulman de son époque. Nous verrons comment il a su imposer son autorité malgré la lèpre, comment il a triomphé à Montgisard dans une bataille presque impossible, comment il a tenté de maintenir l'unité d'un royaume rongé par les rivalités, et comment ses dernières forces ont été consacrées à repousser l'inévitable. C'est l'histoire d'un jeune homme qui n'a jamais cessé de se battre, contre la maladie, contre la fatalité, contre les divisions internes, et contre Saladin lui-même. Si vous aimez les grandes histoires, les personnages complexes et les drames épiques, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et préparez-vous. On commence maintenant la véritable histoire du roi lépreux. Dès les premières années de sa vie, Baudouin grandit dans un monde façonné par les contrastes, où la foi chrétienne, les ambitions politiques et les réalités du Proche-Orient s'entremêlent. Fils du roi Amaury Ier de Jérusalem et d'Agnès de Courtenay, il naît au cœur d'un royaume encore jeune, fragile, constamment menacé par les puissances voisines. Autour de lui, la cour bourdonne d'espoir, d'intrigues silencieuses et de rêves de stabilité. Un héritier mâle constitue une promesse de continuité, un gage pour un État difficilement établi au milieu de territoires hostiles. Mais derrière les sourires, chacun observe avec attention le petit prince, tentant de discerner le futur souverain dans le visage encore rond d'un enfant. Baudouin reçoit très tôt une éducation soignée, à la hauteur des enjeux placés sur ses épaules. Il est confié à Guillaume de Tyr, érudit respecté, historien et chancelier du royaume, dont la rigueur intellectuelle et l'intégrité sont reconnues. Guillaume se prend rapidement d'affection pour ce garçon vif, dont la curiosité dépasse celle de la plupart des enfants de la cour. Le maître découvre chez son élève une mémoire étonnante, une capacité à raisonner avec logique, un sens de l'observation presque adulte. Baudouin s'absorbe dans l'étude des textes, interroge la nature des alliances politiques, s'intéresse à la stratégie militaire bien plus tôt qu'on ne pourrait l'imaginer. Pour Guillaume, il devient évident que ce jeune garçon possède le potentiel d'un roi éclairé, capable de penser plus loin que les simples apparences. Pourtant, une scène apparemment anodine, observée lors d'un jeu d'enfant, va tout changer. Alors que les jeunes nobles s'amusent à la lutte, Baudouin est projeté au sol et se relève sans se plaindre. Ce n'est pas sa chute qui intrigue Guillaume, mais le fait que le garçon ne réagit pas à la douleur. Une série d'observations supplémentaires, menées avec prudence, confirme ses craintes. Une partie de la peau du prince semble insensible. Le diagnostic, terrible pour l'époque, ne tarde pas à s'imposer dans l'esprit du précepteur, la lèpre. Guillaume garde d'abord le silence, cherchant à confirmer ses impressions. Mais les signes deviennent trop nets. La maladie est à un stade précoce, presque invisible, mais insidieuse. Lorsqu'il partage sa découverte avec les médecins de la cour, la stupeur envahit les visages. La lèpre est redoutée, non seulement pour sa dégradation physique progressive, mais aussi pour la symbolique de rejet et de malédiction qu'elle porte dans la mentalité médiévale. L'idée qu'un héritier royal puisse être atteint d'un tel mal bouleverse profondément l'équilibre de la cour. La nouvelle, soigneusement dissimulée, circule cependant dans les murmures, portés par les domestiques, les confidents indiscrets et les regards trop insistants. Chacun tente d'évaluer les implications d'un prince lépreux. Certains imaginent déjà sa mort prématurée et les opportunités politiques qu'elle offrirait. D'autres craignent l'effondrement de la dynastie. Les ambitions se réveillent, les jalousies se précisent, les alliances secrètes se reforment. Dans un royaume où chaque baron nourrit ses propres intérêts, la fragilité du jeune héritier déclenche une agitation souterraine. Baudouin, malgré son jeune âge, comprend que quelque chose échappe à la normalité. Il voit les expressions se figer quand il entre dans une pièce, il devine les conversations brusquement interrompues à son passage. Guillaume, conscient de l'intelligence précoce de son élève, finit par lui expliquer la vérité avec délicatesse. Le choc est immense. Le garçon écoute, sans pleurer, sans protester, avec une maturité surprenante. Cette nouvelle, pourtant, l'écorche intérieurement. Grandir avec la conscience d'une maladie incurable dans un monde qui valorise la vigueur martiale est une épreuve morale que peu d'adultes pourraient supporter. Pourtant, le jeune prince ne cède ni à la colère ni au désespoir. Il intériorise silencieusement sa situation,
comme s'il comprenait déjà que son chemin serait différent de celui des autres. La maladie, encore discrète, commence à modeler son caractère. Baudouin apprend à masquer ses faiblesses, à contrôler ses gestes pour ne pas révéler l'évolution du mal. Il développe une forme d'impassibilité, un calme qui étonne ceux qui le côtoient. Alors que les autres enfants s'agitent, lui réfléchit. Il comprend que le pouvoir n'appartient pas seulement aux forts, mais aussi à ceux qui savent observer et décider avec clairvoyance. Peu à peu, il s'habitue à vivre avec la certitude qu'il devra affronter non seulement les ennemis de son royaume, mais sa propre chair. La cour, quant à elle, oscille entre inquiétude et calcul. Certains soutiennent discrètement le jeune prince, admirant sa dignité. D'autres, dans l'ombre, commencent à imaginer des alternatives dynastiques. La figure du futur roi devient un enjeu politique majeur, un catalyseur de tensions familiales et féodales. L'espoir qu'un jour Baudouin puisse gouverner s'affronte à la peur qu'il ne survive pas assez longtemps pour assurer la stabilité du royaume. Au milieu de ce tourbillon, Baudouin continue de progresser dans son apprentissage. Son intelligence se renforce. Sa capacité à dominer ses émotions devient remarquable. Guillaume perçoit en lui une détermination inhabituelle, presque farouche, nourrie par la conscience de ses limites physiques. Loin de se résigner, le garçon semble puiser dans son mal une volonté nouvelle, celle de prouver qu'il n'est pas défini par la maladie. Ainsi, dès son enfance, se dessine déjà l'ombre d'un destin exceptionnel. Un prince condamné qui choisit de ne pas céder, un esprit brillant enfermé dans un corps fragile, un futur roi dont la force ne résidera pas dans les armes, mais dans une lucidité et un sang-froid qui surprendront même ses adversaires. Le royaume ignore encore ce qui se prépare, mais dans le silence des couloirs, un jeune garçon commence à se forger l'âme d'un souverain prêt à affronter l'impossible. Lorsque le roi Amaury Ier s'éteint en 1174, le royaume de Jérusalem se retrouve suspendu entre l'incertitude et l'espoir fragile incarné par un adolescent de 13 ans. Baudouin, jusque-là prince encore discret, doit brusquement endosser la couronne. La mort de son père laisse derrière elle un vide politique que les factions de la noblesse s'empressent de combler. Les barons, toujours prêts à peser sur le trône, observent ce jeune souverain malade dont l'avenir est déjà compromis par la lèpre. Certains y voient l'occasion de renforcer leur propre influence, d'autres redoutent les conséquences d'un règne affaibli dans un contexte géopolitique de plus en plus menaçant. La cérémonie du couronnement se déroule à Jérusalem, dans une atmosphère à la fois solennelle et fiévreuse. On couronne un roi dont la fragilité est connue de tous, mais dont l'autorité reste juridiquement incontestée. Les prêtres invoquent la protection divine sur ce jeune prince, au destin incertain, tandis que les conseillers murmurent entre eux, calculant les alliances nécessaires pour survivre à cette transition délicate. Au milieu de cette agitation, Baudouin conserve un calme presque déroutant. Il sait qu'un souverain doit d'abord inspirer confiance, même lorsque son corps le trahit. Comme il est encore trop jeune pour gouverner seul, une régence s'installe, confiée dans un premier temps à Raymond III de Tripoli, figure expérimentée, habile diplomate, et l'un des rares à comprendre l'importance de préserver l'unité du royaume. Raymond devine les risques que représente la santé de Baudouin et essaie, tant bien que mal, de contenir les ambitions divergentes des familles nobles. Mais même avec un régent respecté, les tensions grondent. La noblesse franque n'a jamais été simple à gouverner. Chaque baron défend son territoire, sa forteresse, ses privilèges. Tous savent que la maladie du roi limite son prestige militaire, ce qui donne plus de poids au seigneur qui commande les armées et assure la défense des frontières. Le royaume de Jérusalem, malgré sa petite taille, occupe une position stratégique cruciale. Entouré par des forces musulmanes en recomposition, sujet à des pressions économiques et militaires constantes, il doit maintenir un équilibre subtil entre alliances internes et négociations externes. Le jeune Baudouin en est parfaitement conscient. Même si son corps s'affaiblit progressivement, son esprit reste vif. Il observe, analyse, écoute davantage qu'il ne parle. Il comprend très vite qu'il doit s'affirmer non par la force physique, mais par l'intelligence politique. Les premières années de son règne sont marquées par une prudence réfléchie. Baudouin apprend à composer avec les différents clans nobles, à comprendre leurs motivations profondes, à déchiffrer les rivalités anciennes qui divisent la cour. Certains barons tentent de le manipuler, profitant de son jeune âge. D'autres, intrigués par son caractère posé et sa clairvoyance précoce, commencent à le respecter. Peu à peu, à mesure qu'il prend confiance, il s'insère dans les affaires,
du royaume avec une compétence inattendue. Il refuse d'être un pantin. Il exige d'être tenu informé, demande des comptes, s'implique dans les décisions, surprenant même le régent par sa maturité. La maladie, bien qu'encore peu visible, reste une menace latente. Les médecins tentent de limiter ses effets, mais personne ne peut arrêter son avancée. Dans les couloirs du palais, la question que l'on n'ose pas poser est toujours la même. Combien de temps pourra-t-il régner? Cette incertitude renforce les jeux d'influence. Les alliances matrimoniales se négocient en fonction d'un avenir hypothétique, où Baudouin ne serait plus là. La cour se découpe en blocs, chacun cherchant à façonner la succession avant l'heure. Pourtant, le roi ne se laisse pas intimider. À mesure qu'il vieillit, il développe une autorité tranquille mais résolue. Il apprend à manier les codes de la diplomatie, à utiliser les divergences entre ses barons pour maintenir un équilibre. Il comprend que, dans ce royaume fracturé, son rôle n'est pas seulement de gouverner, mais d'arbitrer, de tempérer, de prévenir les conflits internes qui affaibliraient la défense contre les ennemis extérieurs. Les chroniques de l'époque témoignent de la finesse politique qu'il acquiert, soulignant son étonnante capacité à gérer les tensions malgré sa condition. L'adolescent qu'il était au moment du couronnement devient progressivement un jeune homme dont l'esprit fait oublier les handicaps physiques. Plusieurs barons impressionnés par sa lucidité cessent de le considérer comme une figure symbolique et commencent à le reconnaître comme un véritable souverain. Même les ordres militaires, les Templiers et les Hospitaliers, parfois difficiles à contrôler, se montrent plus attentifs à ses décisions lorsqu'ils constatent la fermeté avec laquelle il traite les affaires du royaume. La complexité géopolitique du Proche-Orient pèse constamment sur les choix de Baudouin. Les États latins d'Orient ne sont que des enclaves survivants, grâce à une combinaison fragile de ressources limitées, de forteresses bien positionnées et d'alliances opportunes. Face à eux, l'ascension de Saladin continue, irrésistible. Baudouin suit de près les avancées du sultan en Syrie, la consolidation progressive de son pouvoir, et comprend qu'un affrontement majeur est inévitable. Pour se préparer, il sait qu'il doit d'abord stabiliser son royaume de l'intérieur. Ce travail patient et difficile de consolidation commence réellement à porter ses fruits. Le roi, malgré son état, impose un style de gouvernement fondé sur la raison. Il exige discipline et loyauté, refuse les excès de certains seigneurs, encourage les négociations lorsqu'elles sont nécessaires, et se montre capable d'une fermeté inattendue lorsque l'unité du royaume est en jeu. Sa détermination impressionne ceux qui s'attendaient à un souverain affaibli par la maladie. Baudouin, souvent porté en litière lors des grandes assemblées à cause de son handicap croissant, donne l'image d'un souverain dont la volonté transcende le corps. Au fil du temps, les doutes initiaux s'estompent. Le jeune roi lépreux, que beaucoup voyaient comme un monarque éphémère, devient une figure centrale, respectée, parfois crainte. Sa position s'affirme dans un environnement d'intrigues constantes. Il réussit à limiter l'influence de certaines familles trop ambitieuses, à rééquilibrer les forces en présence et à renforcer son propre pouvoir sans recourir à la brutalité. Sa lucidité lui permet de garder une vision claire des enjeux et d'anticiper les conflits. Ainsi, malgré les obstacles, Baudouin s'impose progressivement comme un souverain légitime, capable et étonnamment solide. Sa maladie continue d'avancer, mais elle ne l'empêche pas d'exercer le pouvoir avec un sang-froid remarquable. Le royaume, bien que fragile, tient bon sous sa direction. Les rivalités n'ont pas disparu, mais elles sont contenues. Et dans l'ombre, la menace de Saladin s'intensifie, prête à mettre à l'épreuve la détermination du jeune roi, désormais conscient qu'il devra bientôt affronter un adversaire d'une autre envergure. À mesure que Baudouin s'affirme en tant que souverain, un autre personnage, bien au-delà des murs de Jérusalem, redessine silencieusement l'équilibre du Proche-Orient. Youssouf ibn Ayoub, connu en Occident sous le nom de Saladin, apparaît d'abord comme un gouverneur habile, placé à la tête de l'Égypte fatimide grâce à l'influence de son oncle Shirkuh. Personne n'imagine encore qu'il deviendra l'adversaire principal du royaume de Jérusalem. Pourtant, en quelques années seulement, son ascension prend une ampleur inattendue. La prudence avec laquelle il consolide son pouvoir intrigue autant qu'elle inquiète. Son charisme, son sens politique et son habileté militaire transforment progressivement la région. Lorsque Saladin devient vizir d'Égypte en 1169, puis maître du pays après la mort du calife fatimide, le rapport de force change déjà. Il agit avec patience, évite les provocations inutiles, mais renforce méthodiquement ses bases. En Syrie, son influence grandit également,
provoquant la méfiance des princes zengides. Pourtant, par une habileté diplomatique remarquable, il parvient à étendre son autorité sans recourir systématiquement à la guerre. Peu à peu, il se présente comme le champion de l'unité musulmane, un idéal qui séduit ses partisans et inquiète les États latins. Car si les croisés ont pu s'implanter durablement en Terre Sainte, c'est en grande partie grâce aux divisions qui affaiblissaient les puissances musulmanes. Voir ces divisions s'effacer représente une menace immense. À Jérusalem, les nouvelles de cette ascension sont suivies avec une attention croissante. Baudouin, malgré sa jeunesse, comprend immédiatement les implications d'un tel adversaire. Il analyse les rapports, écoute les ambassadeurs, interroge ses conseillers et presse que Saladin n'est pas un seigneur de guerre ordinaire. Contrairement à d'autres chefs musulmans plus impulsifs, il ne se précipite pas dans des affrontements inutiles. Il préfère consolider son pouvoir en Égypte, restaurer l'autorité sunnite, réorganiser l'armée et sécuriser ses frontières. Cette patience, alliée à une ambition claire, constitue un danger bien plus grand que les raids sporadiques menés par d'anciens adversaires. Baudouin sait que pour survivre, son royaume doit anticiper. Il renforce les forteresses frontalières, contrôle les routes commerciales, surveille avec soin les mouvements de troupes ennemies. Son état physique l'empêche déjà de participer à certaines tournées d'inspection, mais il compense par une implication constante dans les conseils militaires. Les barons, parfois réticents à écouter un roi qui ne peut manier l'épée comme eux, se rendent compte que ces analyses stratégiques sont d'une lucidité remarquable. Baudouin observe Saladin avec un mélange de méfiance et de respect. Il reconnaît en lui un esprit méthodique, presque similaire au sien, mais tourné vers un objectif qui menace directement Jérusalem. Les premières confrontations entre les deux puissances ne prennent pas la forme de batailles décisives. Elles se jouent dans les zones frontières, près du Golan, autour de Gaza, dans les terres arides qui séparent les frontières franques des territoires soumis à Saladin. Des escarmouches éclatent entre patrouilles, des groupes de pillards tentent leur chance, des officiers s'évaluent mutuellement dans des affrontements brefs. Rien n'est encore ouvertement déclaré, mais le royaume comprend qu'un conflit majeur approche. Les barons les plus impulsifs réclament des offensives immédiates. Baudouin, au contraire, prône la prudence. Il sait que chaque chevalier perdu est difficile à remplacer, que chaque bataille inutile peut fragiliser encore davantage la défense globale. Le jeune roi, malgré la progression de sa maladie, continue de jouer un rôle actif dans la préparation de l'armée. Certains jours, la douleur l'oblige à rester allongé, mais dès qu'il en a la force, il préside les assemblées, écoute les rapports, prend part aux décisions. Son visage mince, ses mains parfois bandées, n'affaiblissent pas son autorité. Au contraire, l'image d'un souverain qui continue à gouverner malgré la souffrance suscite l'admiration de nombreux soldats. Pour beaucoup, il devient la preuve que le courage n'est pas toujours synonyme de prouesse physique. Les tensions augmentent à mesure que Saladin renforce son emprise sur la Syrie. Les villes tombent les unes après les autres, mais non dans un fracas de batailles acharnées. La plupart se soumettent à lui, séduites par la perspective d'une stabilité qu'aucun autre chef n'a pu garantir. Cette stratégie d'intégration progressive fait de lui un adversaire encore plus redoutable. Il n'a pas besoin de conquérir par la force ce qui peut lui être donné par pragmatisme, et chaque territoire gagné sans combat lui permet de préserver ses forces pour l'objectif final, Jérusalem. Baudouin tente d'évaluer les intentions du sultan en envoyant des émissaires. Les échanges diplomatiques sont souvent prudents, presque courtois, mais masquent une tension profonde. Chacun sait que la paix n'est qu'un état transitoire. Les deux souverains se respectent, mais ce respect n'atténue en rien l'inévitabilité du choc qui se prépare. Cette période d'observation mutuelle façonne la stratégie de Baudouin. Il adopte une politique de fermeté mesurée, il évite les provocations, refuse les engagements trop risqués et se concentre sur le renforcement de son armée et de son autorité interne. La maladie du roi progresse néanmoins, imposant de nouvelles limites. La sensibilité dans certains membres diminue, sa capacité à monter à cheval devient plus difficile, mais son esprit demeure intact. Les médecins tentent de soulager sa douleur, mais ils rejettent parfois leurs soins pour rester pleinement lucide lors des conseils. Il refuse que la maladie dicte ses décisions politiques. Ses conseillers les plus proches reconnaissent que cette détermination farouche constitue l'un de ses plus grands atouts. Son exemple encourage même une discipline renouvelée parmi les seigneurs qui, face à lui, hésitent à montrer leur propre faiblesse. Les premières années de confrontation indirecte
prennent une forme de duel silencieux. Chacun avance ses pions sur l'échiquier politique et militaire. Saladin consolide son pouvoir, rallie de nouveaux alliés, restructure ses forces. Baudouin, lui, stabilise son royaume de l'intérieur, maintient l'unité des barons malgré leur rivalité, fortifie les villes, prépare l'armée à un affrontement inévitable. Le rapport de force semble disproportionné, mais le jeune roi compense l'infériorité numérique par une vision stratégique aiguisée et une capacité presque instinctive à identifier les véritables priorités. Dans le tumulte de cette période charnière, les escarmouches se multiplient, testant les défenses franques et révélant progressivement la supériorité tactique de Saladin dans les manœuvres rapides. Pourtant, Baudouin n'est jamais pris au dépourvu. Il sait analyser les attaques pour comprendre l'esprit de l'adversaire. Son regard clair, souvent décrit comme pénétrant, semble lire au-delà des simples mouvements de troupes. Il voit déjà que le conflit dépassera les frontières et deviendra un affrontement entre deux visions opposées du pouvoir. Ainsi, avant même la première grande bataille, les fondations d'un duel historique se posent. D'un côté, un jeune roi lépreux qui refuse de se laisser dominer par la maladie et s'efforce de préparer son royaume au pire. De l'autre, un sultan ambitieux et méthodique, déterminé à unir le monde musulman pour effacer la présence franque. Les deux figures avancent, chacune façonnant son destin. Et bientôt, leurs chemins convergeront dans une confrontation qui marquera durablement l'histoire du Moyen-Orient. Lorsque l'année 1177 s'ouvre, le royaume de Jérusalem se trouve dans une position fragile. Saladin, désormais maître incontesté de l'Égypte et en voie d'unification de la Syrie, teste sans relâche les défenses franques. Baudouin IV, à peine âgé de 16 ans, mais déjà terriblement affaibli par la lèpre, voit ses forces physiques décliner à un rythme inquiétant. Ses mains se raidissent, ses pieds le brûlent ou ne lui obéissent plus, et pourtant son esprit demeure lucide, aigu, tendu vers un seul objectif, protéger son royaume. C'est dans ce contexte qu'émerge l'un des épisodes les plus stupéfiants de toute l'histoire des croisades, un affrontement où la volonté d'un roi brisé par la maladie parvient à renverser une armée bien plus puissante. À l'automne 1177, Saladin rassemble une imposante force en Égypte, composée de cavaliers aguerris, de contingents soudanais, de tribus bédouines et de ses meilleurs émirs syriens. Son but est clair, frapper un coup décisif contre les Francs avant qu'ils ne puissent s'unifier derrière leur jeune souverain. Baudouin, préoccupé par la situation dans le nord du royaume, se trouve à cette période affaibli et mal entouré, car une partie de ses troupes se trouve dispersée. Les hospitaliers, les barons majeurs et le prince Renaud de Châtillon ne sont pas tous disponibles. Conscient de son infériorité numérique, le roi tente d'anticiper les mouvements de Saladin, mais l'avancée foudroyante du sultan déjoue ses calculs. Lorsque les éclaireurs francs annoncent que l'armée musulmane longe la côte et se dirige vers Ascalon, Baudouin comprend qu'il doit agir immédiatement, malgré son état. Le roi décide alors l'impensable, affronter Saladin sans attendre le regroupement complet de ses forces. Transporté sur une litière, incapable de monter à cheval sans aide, il se fait néanmoins porter en tête de l'armée pour galvaniser les chevaliers. La vue du jeune souverain, amaigri, les mains bandées, le visage marqué par la maladie, frappe profondément les soldats. La loyauté des Francs, en particulier celle de ses compagnons d'armes les plus proches, se transforme en une détermination quasi mystique. Le roi le reconnaît lui-même. Seule la foi collective, soutenue par l'énergie de son peuple, permettrait d'oser ce que beaucoup considéraient comme une folie. Lorsque les troupes franques quittent Ascalon pour tenter de surprendre l'armée de Saladin, l'atmosphère est lourde d'incertitude. Les éclaireurs signalent des colonnes interminables de cavaliers ennemis pillant les villages de la plaine et avançant sans crainte vers Jérusalem. Saladin croit les Francs incapables d'organiser une résistance sérieuse. Leur roi est presque paralysé, leur noblesse divisée, leur garnison clairsemée. Confiant, il étire ses lignes, permettant à ses hommes de se disperser pour piller et capturer du ravitaillement. C'est cette erreur de jugement, rare chez lui, que Baudouin et ses conseillers vont exploiter. Le 25 novembre 1177, près du lieu appelé Montgisard, les Francs parviennent à surprendre le gros de l'armée musulmane. Les chroniqueurs rapportent que sur le chemin, Baudouin fit porter la vraie croix devant ses troupes, certains affirmant même que le roi, soutenu par 2 chevaliers, parvint à rester debout quelques instants pour prier avant la charge. Qu'il s'agisse d'un embellissement ou non, l'effet psychologique est immense.
Les chevaliers, galvanisés par la présence de leur roi mourant et par la vision sacrée, se préparent à frapper avec une rage que rien ne semble pouvoir contenir. Lorsque la charge franque descend la colline pour heurter de plein fouet les troupes de Saladin, l'effet est dévastateur. Les unités musulmanes, dispersées et non prêtes à un combat frontal, sont écrasées avant de pouvoir se reconstituer. Les cavaliers francs transpercent les rangs adverses avec une énergie désespérée. On raconte que certains criaient qu'ils se battraient pour leur roi, même si le ciel lui-même devait tomber. Saladin, pris par surprise, manque d'être capturé ou tué. Il n'échappe à la mort qu'en abandonnant sa tente luxueuse et en s'enfuyant sur un chameau, rapide, protégé par une petite garde. Le reste de son armée se replie en désordre, laissant derrière elle des milliers de morts, de prisonniers et un butin considérable. La victoire est totale, presque miraculeuse. Les chroniqueurs orientaux comme occidentaux s'accordent pour dire que Saladin n'a jamais été aussi près d'une catastrophe personnelle. Pour les Francs, Montgisard devient instantanément un mythe. Baudouin IV, le jeune roi malade, celui que beaucoup croyaient condamné à l'insignifiance, se retrouve soudain auréolé d'un prestige immense. Les barons qui doutaient de lui sont forcés de reconnaître son génie stratégique et son courage. Les pèlerins, les soldats, les chroniqueurs, tous voient désormais en lui une figure presque sacrée, un roi choisi par Dieu malgré sa maladie. Mais derrière cette gloire éclatante, une réalité tragique demeure. La victoire ne ralentit en rien sa lèpre. Tandis que les chants de triomphe retentissent dans Jérusalem, Baudouin sent en secret que son corps continue de se dégrader. La bataille de Montgisard, aussi brillante soit-elle, n'est qu'un répit temporaire dans une lutte longue et inégale contre une maladie qui finira par le priver de ses forces. Ainsi, dans l'ombre de son propre triomphe, un roi adolescent mortellement atteint continue de porter le poids d'un royaume entier, conscient que le temps lui est compté. La victoire de Montgisard, bien qu'extraordinaire, ne transforme pas le royaume de Jérusalem en forteresse imprenable. Au contraire, elle ouvre une période ambiguë, faite d'espoirs renouvelés mais aussi de menaces latentes. Baudouin IV, désormais auréolé d'un prestige quasi mythique, se voit confronté à la difficile tâche de capitaliser sur son triomphe tout en maîtrisant un corps qui le trahit chaque jour davantage. Les années qui suivent de Montgisard constituent un moment de tension continue, où la moindre décision militaire ou diplomatique peut décider du destin de l'État latin d'Orient. Dès l'année 1178, la situation se complexifie. Saladin, humilié par sa défaite, se reconstruit rapidement. S'il a perdu à Montgisard, ce revers ne remet pas en cause sa position en Égypte ou en Syrie. Il sait que le royaume de Jérusalem reste vulnérable et que la maladie du roi franc finira par créer une crise de succession. Baudouin, conscient de cette menace, cherche à empêcher le sultan de reprendre l'initiative, mais ses moyens sont limités. Les barons, enhardis par la victoire, commencent à s'affronter pour le contrôle politique du royaume, chacun évaluant les possibilités d'influence autour d'un roi dont la longévité paraît incertaine. C'est dans ce contexte que surgissent les premières frictions sérieuses avec les Templiers. Ces moines chevaliers, puissants, disciplinés, mais farouchement indépendants, ne reconnaissent que la loi de leur ordre. Parfois, leurs intérêts stratégiques ne coïncident pas avec ceux du roi. Baudouin tente d'établir une ligne de conduite commune, mais les Templiers, méfiants envers les compromis diplomatiques, privilégient une politique agressive envers Saladin. Ils harcèlent ses convois, interceptent ses ambassadeurs et multiplient les initiatives militaires locales. Le roi, soucieux de ne pas compromettre les tractations en cours, se retrouve souvent en porte-à-faux, car l'une des grandes évolutions de cette période est la montée en maturité politique de Baudouin. Aussi, lendemain de Montgisard, il comprend que son royaume ne peut survivre que par l'équilibre subtil entre guerre et diplomatie. Trop de provocations précipitent la vengeance de Saladin, trop de concessions affaiblissent l'autorité franque et encouragent les ambitions du sultan. Baudouin, malgré son jeune âge et son état de santé, parvient à naviguer dans ce labyrinthe avec une intelligence rare. Il entame des pourparlers, construit des alliances momentanées, exploite les rivalités entre les seigneurs musulmans et maintient une pression militaire constante tout en évitant les engagements risqués. Mais cette stratégie, aussi fine soit-elle, exige une stabilité interne que le royaume ne possède plus vraiment. La noblesse reste profondément divisée. Certains barons, comme le comte de Tripoli, prônent la prudence et la négociation, conscients que la puissance de Saladin ne cesse de croître. D'autres, menés par Renaud de Châtillon, prônent l'aventure, la provocation et
Les coups de force. Renaud, personnage flamboyant et imprévisible, voit dans la guerre permanente un moyen de s'enrichir et d'affirmer son pouvoir personnel. Ses attaques contre les caravanes musulmanes, parfois en pleine trêve, compromettent gravement la politique plus mesurée que Baudouin tente de bâtir. Au sein même de Jérusalem, le roi doit faire face aux intrigues incessantes qui entourent la question de la succession. Sa maladie progresse lentement, mais inexorablement. Les premiers signes visibles, doigts raidis, visage creusé, difficulté à marcher, deviennent plus marqués. Les médecins tentent de soulager les symptômes, mais la lèpre, incurable, poursuit son œuvre silencieuse. Le peuple, qui l'admire profondément, commence à ressentir une inquiétude diffuse. Que deviendra le royaume si le roi, encore si jeune, venait à mourir sans héritier clair? Baudouin, lucide, tente de stabiliser la situation en faisant couronner Cauroy son neveu, Baudouin de Montferrat encore enfant. Mais cette décision aggrave les tensions entre factions aristocratiques. Chacun cherche à contrôler l'enfant roi potentiel, à influencer la régence future, à placer ses alliés dans les postes clés. Baudouin IV, malgré son intelligence politique, lutte pour maintenir la cohésion d'une noblesse dont les ambitions personnelles menacent à tout moment d'éclater au grand jour. Sur le plan diplomatique, les négociations avec Saladin oscillent entre rapprochements temporaires et ruptures brutales. Par moments, les deux souverains concluent des trêves pragmatiques. Saladin, occupé sur plusieurs fronts, n'a pas toujours intérêt à lancer une grande offensive. Baudouin, affaibli, préfère obtenir du temps. Mais la méfiance reste totale. Chaque affrontement local, chaque provocation d'un baron ou d'un templier peut faire exploser ces arrangements fragiles. Malgré tout, la figure du roi continue d'impressionner. Alors même que la maladie le ronge, Baudouin poursuit ses inspections militaires, visite ses garnisons, se rend sur les frontières, souvent porté sur une litière. Sa détermination impressionne aussi bien ses alliés que ses ennemis. Plusieurs chroniqueurs rapportent que Saladin lui-même, tout en lui étant farouchement opposé, éprouvait un certain respect pour ce jeune roi dont la volonté surpassait largement les limites de son corps. Mais à mesure que les années passent, l'usure morale se fait sentir. Baudouin, qui a repoussé l'invasion musulmane à Montgisard, voit son royaume glisser lentement vers une instabilité chronique. Il comprend que son triomphe ne lui a offert qu'un sursis. La maladie, implacable, progresse. Ses forces déclinent. Ses apparitions publiques se raréfient. L'adolescent victorieux de Montgisard devient peu à peu une figure tragique, portant sur ses épaules un royaume trop divisé et une destinée trop lourde pour un homme si jeune. Les années suivantes, Montgisard apparaissent ainsi comme une tension permanente entre la grandeur et la fragilité, la grandeur d'un roi qui atteint une maturité politique impressionnante et la fragilité d'un État latin menacé à la fois de l'extérieur et de l'intérieur. Après la gloire du champ de bataille vient le long crépuscule, où chaque victoire diplomatique ou stratégique semble immédiatement compensée par un revers physique, intérieur ou politique. Et Baudouin IV avance, obstiné, porté par un sens aigu du devoir, mais de plus en plus conscient que ses forces déclinent plus rapidement que celles de son royaume. À mesure que la maladie de Baudouin IV progresse, le royaume de Jérusalem entre dans une zone de turbulence où chaque décision, chaque alliance et chaque geste politique peut changer le cours de son destin. Les forces extérieures, menées par Saladin, continuent de se fortifier, mais ce sont surtout les rivalités internes qui menacent de faire imploser la fragile unité du royaume. Les ambitions personnelles, les rancœurs anciennes et les aspirations divergentes des grands seigneurs latins créent une atmosphère suffocante où l'autorité du roi, affaiblie physiquement, doit affronter une opposition insidieuse et fragmentée. Parmi les protagonistes de cette lutte silencieuse, trois figures se détachent nettement. Raymond III de Tripoli, le régent expérimenté et prudent, Gérard de Ridefort, le maître du temple, impulsif et intransigeant, et Renaud de Châtillon, seigneur, flamboyant, redouté autant pour son audace que pour son imprévisibilité. Chacun d'eux incarne une vision différente de l'avenir du royaume, et leurs ambitions rivales finissent par se heurter dans un jeu dangereux dont Baudouin tente désespérément de garder le contrôle. Raymond XIII, cousin du roi et longtemps l'un des piliers politiques du royaume, défend une ligne pragmatique. Il faut chercher des compromis avec Saladin, éviter les provocations inutiles, préserver les ressources militaires et maintenir un équilibre diplomatique. Son approche est celle d'un homme qui comprend la réalité démographique, militaire et géopolitique des États latins,
conscients de leur isolement dans un monde majoritairement hostile. Gérard de Riedefort, en revanche, représente l'opposé absolu, idéologue intransigeant, persuadé que la guerre sainte doit être menée sans frein, il refuse toute forme de négociation avec le monde musulman. Influençant l'ordre du Temple, il pousse les Templiers vers une politique belliqueuse, exacerbant les tensions avec la cour royale. Sa vision, teintée de fanatisme, s'accorde mal avec les nécessités stratégiques que Baudouin voit avec lucidité. Quant à Renaud de Châtillon, il apparaît comme l'incarnation même du chaos politique. Ancien prisonnier de longue date des musulmans, revenu en Terre Sainte avec une soif de vengeance presque obsessionnelle, il multiplie les provocations contre Saladin, attaques contre les caravanes, raids audacieux jusque dans la mer Rouge, projets insensés de frapper la Mecque. Ces initiatives individuelles compromettent sans cesse les trêves patiemment négociées par le roi ou par Raymond III. Renaud agit selon sa propre logique, où la gloire personnelle prime sur toute autre considération. Baudouin IV, malgré l'avancée implacable de la lèpre, tente de dompter ses forces centrifuges. Il doit jouer les arbitres dans un théâtre politique où chaque camp cherche à manipuler son affaiblissement. Le roi n'a plus la force de s'imposer physiquement, mais il utilise son intelligence, son sang-froid et une compréhension aiguë des rapports de force pour maintenir, tant bien que mal, l'équilibre du royaume. Sa lucidité, même dans la souffrance, impressionne ceux qui l'approchent. On raconte qu'il restait souvent des heures en conseil, assis dans une litière, incapable de bouger mais suivant les discussions avec une clarté d'esprit que même ses adversaires ne pouvaient nier. Pour renforcer la stabilité politique, il multiplie les initiatives matrimoniales. Le royaume doit avoir un héritier solide, une lignée claire, un débouché qui empêche la guerre civile à sa mort. La seule solution réside dans les alliances dynastiques. Baudouin comprend que, pour garantir la survie de Jérusalem, il doit marier sa sœur Sibylle, promise à jouer un rôle majeur dans la succession. Ce mariage devient l'enjeu central de toutes les factions. Raymond III souhaite l'union avec un prince occidental fiable et politiquement modéré. Gérard de Riedefort et ses alliés préfèrent un candidat plus agressif, susceptible de soutenir une ligne dure face à Saladin. Quant à Renaud de Châtillon, il cherche simplement à favoriser quiconque lui permettrait de préserver ses propres entreprises. Baudouin, malgré la pression constante, parvient à faire couronner son neveu Baudouin de Montferrat comme co-roi. Cet acte, en apparence stabilisateur, déclenche en réalité une nouvelle vague d'intrigues. Un enfant sur le trône signifie une régence, et une régence signifie pouvoir. Raymond III aspire légitimement à ce rôle, mais Gérard et Renaud manœuvrent pour l'en empêcher, convaincus qu'un royaume dirigé par un modéré signerait la fin de leurs ambitions. Des alliances secrètes se forment, des accusations mutuelles fusent, des menaces voilées circulent dans les couloirs du palais. Sous le même toit, les partisans de la prudence et ceux de la guerre totale s'observent, prêts à s'affronter pour le contrôle du futur. Dans ce climat délétère, la santé du roi décline rapidement. Ses mouvements se font plus douloureux, ses membres engourdis, son visage marqué par les ravages de la maladie. Pourtant, il refuse de se retirer des affaires du royaume, même lorsqu'il doit être transporté sur une litière, même lorsqu'il ne peut plus utiliser son épée, même lorsque toucher ses propres mains lui rappelle l'avancée inexorable de son mal, il continue de gouverner. Plusieurs témoins racontent ce que pendant ces années, sa volonté semblait presque plus forte que son souffle. Ce contraste entre la faiblesse du corps et la vigueur de l'esprit marque profondément ceux qui assistent à ses derniers efforts. La cour de Jérusalem devient alors un théâtre de contradictions. Un roi affaibli mais admirable, des barons puissants mais divisés, un ordre militaire prestigieux mais imprévisible, un ennemi extérieur plus fort que jamais, malgré quelques trêves. Baudouin IV sait que la moindre erreur peut précipiter la chute du royaume. Il observe les jeux de pouvoir autour de lui avec une clairvoyance étonnante, mais il voit aussi, avec une douleur intime, que son autorité n'est plus suffisante pour empêcher l'inévitable fragmentation des forces franques. Alors que son état se dégrade, le roi lépreux continue pourtant de croire à la possibilité de préserver Jérusalem, au moins jusqu'à ce qu'un héritier stable puisse prendre sa place. Il lutte ainsi contre le temps, contre la maladie, contre les ambitions qui s'entrechoquent autour de lui. Chaque décision devient une course contre l'effondrement politique. À ce stade, il ne s'agit plus seulement de gouverner un royaume, mais de tenter de prolonger son existence contre toutes les probabilités.
Dans cette bataille silencieuse, Baudouin IV apparaît comme une figure tragique, lucide et courageuse, tentant de maintenir l'unité d'un royaume qui, lentement mais sûrement, glisse vers la division fatale que Saladin attend patiemment. Et à travers la lutte de ces hommes, c'est l'avenir même de la Terre Sainte qui se joue. À la fin des années 1180, Baudouin IV n'est plus que l'ombre physique de ce qu'il fut autrefois. La lèpre avance avec une brutalité impossible à masquer. Le roi, encore jeune, se retrouve confronté à une détérioration fulgurante de ses forces. Ses articulations se raidissent, ses mains perdent toute sensibilité, sa vue se trouble, et les médecins notent l'apparition de plaques nécrotiques qui annoncent une phase avancée de la maladie. Chaque déplacement devient une épreuve, chaque audience un combat contre la douleur. Pourtant, malgré cette dégradation irrémédiable, il refuse de se retirer. Son esprit demeure lucide, vif, obstiné. Il ne veut céder ni le trône, ni l'autorité, ni l'espoir qu'il incarne encore aux yeux de la population. Mais la réalité finit par s'imposer à lui. Il ne peut plus commander personnellement les troupes. Là où autrefois il se hissait sur son cheval malgré ses mains bandées, il doit désormais être transporté sur une litière, parfois même incapable d'assister au conseil stratégique autrement qu'à travers des messagers. Cette absence physique sur le terrain bouleverse l'équilibre institutionnel du royaume. Baudouin tente de maintenir le contrôle en s'impliquant autant que possible dans les décisions, mais son entourage, divisé et souvent imprudent, prend de plus en plus d'initiatives sans lui. La régence confiée à contre-cœur par le roi devient un terrain miné. Raymond III de Tripoli, qui avait exercé ce rôle avec efficacité par le passé, se retrouve d'abord écarté sous la pression des factions opposées. Gérard de Riedfort et ses alliés s'emploient à influencer la couronne, tandis que les partisans d'une ligne plus modérée réclament le retour de Raymond pour éviter que les provocations répétées n'entraînent un désastre militaire. La question de savoir qui doit réellement gouverner le royaume en l'absence effective de Baudouin devient un sujet de conflit permanent, chaque camp cherchant à tirer avantage de la faiblesse du roi pour asseoir sa domination. Cette fragmentation politique se répercute immédiatement sur la stratégie militaire. Alors que Saladin observe attentivement les luttes internes des Francs, le royaume peine à maintenir une coordination cohérente sur ses frontières. Les garnisons manquent d'instructions claires, les raids ennemis se multiplient, et les tentatives d'organiser une défense unifiée sont entravées par les rivalités personnelles. Les Templiers, entraînés dans l'idéologie intransigeante de Gérard de Riedfort, refusent souvent de suivre les décisions de la Régence, préférant agir selon leurs propres convictions. Leur mépris pour les compromis gêne toute tentative de négociation et aggrave la tension déjà palpable. De son côté, Saladin n'a pas besoin de lancer immédiatement une offensive majeure. Son avantage stratégique réside dans le temps. Il sait que la maladie du roi franc évolue rapidement et que la cohésion des États latins se désagrège à mesure que s'approche l'inéluctable. Il continue d'unifier les forces musulmanes, de renforcer ses positions en Syrie et en Égypte, et d'attendre que le royaume de Jérusalem s'épuise lui-même. Les trêves sont rompues et reprises selon ses intérêts. Ses troupes harcèlent les frontières, testent la résistance franque, observent les mouvements internes, tout en économisant leurs forces pour le moment opportun. Dans cette atmosphère de menace croissante, Baudouin IV lutte pour rester le pivot moral du royaume. Même incapable de monter à cheval, il fait transporter sa litière dans les camps militaires pour rappeler que le roi n'abandonne pas son peuple. Ces apparitions, bien que rares, marquent les esprits. Les soldats, bouleversés par l'état du souverain, voient en lui un symbole de courage et d'abnégation. Mais la réalité politique demeure implacable. Sa présence ne suffit plus à empêcher les erreurs stratégiques qui s'accumulent sous l'effet de l'instabilité. Parmi ces erreurs, certaines ont des conséquences immédiates. Des troupes sont mal positionnées. Des forteresses restent sous-financées ou commandées par des chefs incompétents, des renforts occidentaux tardent à venir, faute de diplomatie active en Europe. Le royaume, déjà démographiquement fragile, doit faire face à une succession de mauvaises décisions, prises par ceux qui prétendent gouverner en lieu et place du roi. Chaque faux pas affaiblit davantage la position stratégique de Jérusalem, tandis que Saladin, lui, continue de renforcer sa légitimité et son armée. La situation atteint un point critique lorsque les raids de Renaud de Châtillon, menés en pleine trêve avec les musulmans, provoquent une nouvelle colère de Saladin. Ces attaques insensées, dirigées notamment contre les routes commerciales reliant l'Égypte et la Syrie,
compromettent des mois de négociations et donnent au sultan un prétexte parfait pour rallier les chefs musulmans à sa cause. Baudouin IV, furieux, ne peut punir Renaud comme il le voudrait. Son autorité est trop affaiblie, et le seigneur d'Outre-Jourdain jouit du soutien tacite de certains barons et de Ridefort. Cette impuissance est l'un des coups les plus durs portés à la capacité du roi de contrôler son royaume. Dans les derniers mois où il peut encore intervenir, Baudouin s'efforce de stabiliser la régence. Il rappelle Raymond III, tente de limiter l'influence de Ridefort, cherche à resserrer les liens avec les seigneurs fidèles et multiplie les appels à l'unité. Mais ces efforts, bien que sincères et parfois efficaces à court terme, ne peuvent compenser le désordre profond qui ronge le royaume. À mesure que la maladie réduit sa capacité à gouverner, les ambitions personnelles reprennent de plus belle. La question de la succession redevient centrale et les factions se préparent à s'affronter dès que le trône deviendra vacant. Le roi, lucide, voit clairement que l'avenir de Jérusalem repose désormais sur d'autres mains, et cette perspective l'accable. Il sait que le royaume, sans un leadership fort et unifié, sera incapable de résister à la puissance de Saladin. Il se bat donc jusqu'à l'épuisement pour retarder ce moment, pour transmettre un héritage politique solide, pour assurer que la couronne ne tombe pas entre des mains irresponsables. Mais les forces lui manquent, et les intrigues deviennent trop nombreuses pour être toutes contrées. Ainsi, dans les derniers temps de son règne effectif, Baudouin IV apparaît comme un souverain tragiquement isolé, conscient du péril imminent, mais impuissant à empêcher la chute progressive de l'unité franque. Sa volonté reste intacte, mais le monde autour de lui semble s'effondrer selon une logique qu'il ne peut plus maîtriser. Et pendant que le roi lutte pour chaque jour supplémentaire de gouvernement, Saladin, imperturbable, attend que la tempête interne fasse son œuvre. À mesure que les années avancent, le règne de Baudouin IV entre dans une phase crépusculaire où la volonté du roi contraste violemment avec l'état de son corps. La lèpre, implacable, progresse au point d'effacer presque toute mobilité. Ses mains se raidissent, sa peau se couvre d'ulcérations et sa vue si précieuse pour un chef de guerre se voile lentement jusqu'à n'être plus qu'une lueur tamisée. Pourtant, loin de se résigner, Baudouin persiste à assumer son rôle de souverain et de capitaine. Il refuse de se retirer dans l'ombre, et c'est ce décalage poignant entre la dégradation physique et la force intérieure qui marque profondément ses dernières campagnes. La cour, bien consciente de la gravité de la situation, se divise entre ceux qui souhaitent épargner au roi l'humiliation de l'exposition publique et ceux qui, fascinés par son courage, estiment que sa seule présence demeure un symbole indispensable à la cohésion du royaume. Baudouin choisit la seconde voie. Il ordonne que l'on fabrique un brancard adapté à sa fragile constitution afin qu'il puisse être transporté sur le champ de bataille. Cette image du roi, porté par ses chevaliers, incapable d'utiliser une épée, mais toujours présent au cœur des armées franques, traverse les récits, contemporains comme une scène de légende. Les tensions avec Saladin n'ont jamais réellement cessé depuis Montgisard, mais elles atteignent désormais un point critique. Le sultan Ayoubide, qui observe la division de ses adversaires et la faiblesse croissante du pouvoir central, intensifie subtilement la pression. Raids contrôlés, incursions rapides, provocations stratégiques destinées à tester les réflexes du royaume. Saladin sait que Baudouin demeure l'adversaire le plus difficile à tromper, mais il sait aussi que le roi n'a plus la capacité physique d'intervenir avec la même vigueur qu'autrefois. Cette dualité inspire une stratégie soigneusement dosée. Avancer sans franchir la ligne rouge d'une guerre totale, jusqu'au moment où le royaume latin se fissurera de lui-même. Dans le camp franc, la situation est tout aussi instable. La maladie du roi force la mise en place d'un système de régence complexe et souvent contradictoire. Les factions nobiliaires rivalisent pour influencer les décisions militaires. Les Templiers et les Hospitaliers s'opposent dans leurs interprétations des intentions de Saladin. Raymond III de Tripoli, prudent et diplomate, prône la retenue. Renaud de Châtillon, toujours imprévisible, multiplie les provocations contre les caravanes musulmanes, parfois même en violation directe des trêves ardument négociées par Baudouin. Chaque geste inconsidéré risque d'embraser la région, et le roi, lucide malgré la douleur, tente d'éteindre les incendies politiques avant qu'ils n'atteignent la frontière. C'est dans ce contexte de tension extrême que Baudouin entreprend ses dernières campagnes. Incapable de monter à cheval, incapable même de tenir debout sans soutien, il exige néanmoins d'être présent lors des opérations militaires majeures.
Sa simple apparition galvanise les troupes. Les chevaliers voient en lui non plus seulement un roi, mais un martyr vivant, un souverain qui mène son peuple malgré un fardeau qu'aucun autre n'aurait eu la force de porter. Cette présence crée un phénomène paradoxal. Baudouin, physiquement plus faible que jamais, devient politiquement et moralement indispensable. Lors d'une campagne particulièrement éprouvante près de la plaine de la Béka, les chroniqueurs racontent que le roi, presque aveugle, écoute les rapports des éclaireurs avec une attention méticuleuse, pose des questions précises, analyse les mouvements ennemis avec une lucidité presque intellectuelle plutôt que visuelle. Il comprend la tactique de Saladin mieux que quiconque. Pourtant, il sait aussi que la moindre erreur de ses propres barons pourrait transformer une escarmouche en désastre. Cette conscience aiguë de la fragilité du royaume ajoute un poids supplémentaire à son esprit, déjà fatigué par des années d'efforts ininterrompus. Baudouin tente alors de rétablir une paix fragile, convaincu que le royaume n'est pas en mesure de supporter un conflit majeur. Il multiplie les propositions de trêve, réaffirme les accords commerciaux et renouvelle ses efforts diplomatiques auprès des États voisins. Mais ces tentatives sont régulièrement contrecarrées par les agissements de certains seigneurs francs qui, guidés soit par l'ambition personnelle, soit par une haine viscérale de Saladin, sabotent involontairement l'équilibre déjà précaire. Les actions de Renaud de Châtillon, en particulier, parmi lesquelles le fameux raid contre une caravane sous protection diplomatique, compromettent gravement la position du roi. Face à cette montée inexorable des tensions, Baudouin réalise que son pouvoir s'effrite. Il voit l'horizon se refermer autour de lui. La menace ayoubide s'intensifie, les querelles internes s'aggravent, et sa maladie l'emprisonne dans un corps qui lui répond de moins en moins. Pourtant, jusqu'à la fin, il refuse de céder au désespoir. La volonté de protéger Jérusalem demeure son fil conducteur. Ces dernières, à campagne bien que limitée, témoignent d'une énergie morale presque surhumaine. Elles sont un acte de résistance contre son propre corps autant que contre ses ennemis. La montée de Saladin, inéluctable, n'a jamais été aussi visible. Mais tant que Baudouin est en vie, tant qu'il peut encore être porté devant ses troupes, tant que son esprit demeure clair, le royaume tient, fragile, divisé, fatigué, mais debout. Les derniers mois du règne de Baudouin IV sont marqués par une lente agonie dont chaque étape semble annoncer non seulement la fin d'un homme, mais celle d'un équilibre politique fragile qu'il avait réussi à maintenir malgré toutes les forces contraires. À 23 ans à peine, le jeune roi ressemble déjà à un vieillard. La lèpre a déformé son visage, détruit ses mains, rongé peu à peu ses nerfs. Ses médecins, pourtant habitués aux pires manifestations de la maladie, constatent que les progrès de celle-ci sont désormais irréversibles. Les douleurs deviennent constantes, parfois insupportables, et les moments de lucidité se font plus espacés, même si, dans ces instants, son esprit reste d'une acuité remarquable. La cour vit dans une atmosphère étouffante. Le palais royal, jadis animé, s'est transformé en un lieu où chaque murmure, chaque déplacement de serviteurs résonne comme une annonce funèbre. Les nobles les plus influents oscillent entre inquiétude sincère et calcul politique. Le déclin du roi offre l'occasion, pour certains, de manœuvrer en vue d'obtenir la régence ou de renforcer leur influence auprès de l'héritier, le jeune Baudouin V, encore enfant. Baudouin IV, parfaitement conscient des intrigues qui s'intensifient autour de lui, tente d'imposer une continuité institutionnelle. Il exige que son neveu soit reconnu comme successeur et s'efforce de constituer un conseil de régents capable de maintenir l'unité du royaume après sa mort. Mais la fragmentation des factions est déjà trop avancée. Dans le même temps, la maladie plonge le roi dans un état d'épuisement profond. Il ne peut plus être transporté au combat. Même recevoir ses conseillers devient difficile. Pourtant, il persiste à suivre les affaires du royaume avec l'attention d'un souverain déterminé à ne pas laisser son œuvre se dissoudre. Les chroniqueurs rapportent qu'il écoutait encore, immobile sur son lit, les rapports militaires et diplomatiques, parfois durant des heures, avant de murmurer ses directives, aussi précises qu'autrefois. Ce contraste entre l'immobilité physique et la vigueur intellectuelle donne à ces derniers jours une aura tragique et presque sacrée. Mais la réalité extérieure, implacable, n'attend pas. Saladin, conscient de l'affaiblissement général des Francs et de la fragilité du jeune héritier, prépare patiemment l'intensification de ses offensives. Il respecte, à sa manière, la valeur de Baudouin IV, mais il sait aussi que son temps est compté. Les raids frontaliers se multiplient.
Les alliances se resserrent autour du sultan, et le royaume latin, miné par les conflits internes, perd peu à peu sa capacité de réaction. À Jérusalem, la population ressent cette tension croissante, mêlée à une tristesse profonde pour le roi mourant. Baudouin, malgré sa jeunesse et son handicap, a acquis un prestige immense auprès du peuple et de l'armée. Sa bravoure à Montgisard, sa persévérance malgré la maladie et la dignité de son règne ont forgé un attachement sincère. Lorsque la nouvelle se répand qu'il ne quittera plus son lit, les prières s'intensifient dans toute la ville. Les moines, les chevaliers, les marchands et même les pèlerins récemment arrivés affirment avoir vu un halo nouveau autour du nom de Baudouin le lépreux, non comme une marque d'infamie mais comme un symbole de courage face à un destin cruel. C'est dans cette atmosphère lourde que le roi s'éteint, probablement au début de l'année 1185, à seulement 23 ans. Sa mort, bien qu'attendue, provoque une onde de choc considérable. Les chroniqueurs, même les plus sobres, évoquent une tristesse comme une éclipse. La disparition de celui qui avait tant donné pour maintenir l'existence même du royaume latin apparaît comme le début d'une ère d'incertitude et de désordre. Les cérémonies funéraires, grandioses malgré la volonté du roi d'éviter tout faste excessif, rassemblent toutes les factions, ne serait-ce que pour un court instant. On porte le corps de Baudouin à travers les rues de Jérusalem, enveloppé dans des tissus précieux, ses chevaliers marchant derrière lui, silencieux, la tête baissée. Mais si le deuil est sincère, l'unité, elle, ne survit pas longtemps. À peine le corps du roi est-il déposé dans son tombeau que les ambitions se réveillent. Le jeune Baudouin V, fragile et incapable de gouverner seul, devient le centre d'une lutte d'influence entre les grands seigneurs. Raymond III de Tripoli aspire à une régence modérée et prudente. Gérard de Ridefort, maître du Temple, soutient des positions plus radicales, et Renaud de Châtillon, toujours provocateur, poursuit des actions qui violent les accords établis avec les musulmans. L'équilibre que Baudouin IV maintenait à bout de bras, comme le disent plusieurs chroniqueurs, s'effondre en quelques mois. Sans sa présence pour tempérer les ambitions ou apaiser les rancœurs, la machine politique du royaume se dérègle rapidement. La mort du jeune roi marque de fait le début d'un processus qui mènera inexorablement à la catastrophe de Hattin. Les erreurs de ses successeurs, notamment celles du roi Guy de Lusignan, mal préparés, mal conseillés, influencés par des hommes que Baudouin tenait à distance, aggravent la situation. L'impulsivité de certains seigneurs, combinée à une sous-estimation des forces de Saladin, rend inévitable l'affrontement majeur que Baudouin avait réussi à éviter durant toute sa vie. Le royaume, déjà fragilisé par les divisions et par l'absence d'un leadership fort, se dirige avec une aveugle certitude vers le désastre. Lorsque 3 ans après la mort de Baudouin, les armées franques sont encerclées et anéanties sur les hauteurs de Hattin, beaucoup y voient l'aboutissement tragique d'une pente entamée le jour où Jérusalem a perdu son roi lépreux. Car Baudouin IV, à lui seul, incarnait ce fil mince mais solide entre la survie et la ruine. Sans sa force, sans son intelligence politique, sans son autorité morale, le royaume latin n'était plus qu'une construction fragile prête à s'effondrer au premier assaut. Ce qui reste de lui, dans les mémoires contemporaines et postérieures, n'est pas l'image d'un malade vaincu par la souffrance, mais celle d'un roi qui, dans un corps détruit, a porté sa couronne avec une détermination exceptionnelle. Sa mort, si précoce, scelle la fin d'une époque et ouvre une brèche que rien, ni les armes ni les prières, ne pourra combler. L'héritage de Baudouin IV s'impose comme l'un des plus singuliers et paradoxaux de toute l'histoire des croisades. Comment un homme frappé dès l'enfance par une maladie incurable, promis à une mort précoce, a-t-il pu incarner l'un des derniers remparts d'un royaume menacé de toutes parts? Comment un roi presque incapable de tenir une épée a-t-il réussi à déjouer les ambitions d'un stratège du calibre de Saladin? Et comment sa disparition, à peine quelques années après son accession au trône, a-t-elle pu provoquer une telle bascule dans l'équilibre politique du Levant? Autant de questions qui nourrissent, encore aujourd'hui, la fascination pour celui que l'on a surnommé le roi lépreux. Sur le plan militaire, l'influence de Baudouin IV dépasse largement la figure d'un souverain malade dirigeant depuis l'arrière. Sa victoire éclatante à Montgisard, obtenue à un âge où la plupart des jeunes nobles apprennent encore à commander, a profondément marqué les esprits. Cette bataille n'a pas seulement stoppé un temps l'expansion de Saladin, elle a aussi prouvé que la ténacité pouvait compenser la faiblesse physique et que la volonté d'un roi
pouvait galvaniser une armée entière. Les chroniques rapportent que les chevaliers, déjà éprouvés par des années de tension, semblaient transfigurés en le voyant lutter contre sa propre douleur pour les mener au combat. Il ne s'agissait pas d'un triomphe tactique isolé, mais d'une démonstration de sa capacité à saisir l'instant décisif, à surprendre l'adversaire et à exploiter chaque faiblesse du dispositif ennemi. Sa clairvoyance militaire s'exprime également dans sa gestion prudente des années de paix relative qui suivirent, où il privilégia la défense, la dissuasion et la maîtrise diplomatique sur les opérations offensives hasardeuses. Politiquement, son règne apparaît rétrospectivement comme un fragile mais remarquable exercice d'équilibrisme. Le royaume latin de Deuxième. Jérusalem était une mosaïque de forces souvent antagonistes. Templiers intransigeants, barons ambitieux, factions rivales autour des familles princières, sans oublier la pression permanente des forces musulmanes environnantes. Baudouin IV, malgré son état et son jeune âge, a su imposer une forme d'autorité fondée non sur la force brute, mais sur la légitimité morale et sur une rare intelligence diplomatique. Il s'est efforcé de tempérer les excès des uns, de raisonner les provocations des autres et de maintenir un minimum de cohésion dans une noblesse constamment tentée de privilégier ses intérêts personnels. À bien des égards, il est l'exemple même du souverain conscient que chaque décision peut faire basculer un royaume fragile, et que la patience et la mesure peuvent valoir autant que l'audace guerrière. Son état de santé, loin de le discréditer, a contribué à forger une image d'autorité presque mystique, dans une époque où la maladie était souvent perçue comme un signe divin. Le fait que Baudouin continue à gouverner, à combattre et à prendre des décisions lucides, malgré la progression implacable de la lèpre, a donné à son règne une aura exceptionnelle. Ses contemporains témoignent d'un respect profond, presque religieux, tant pour son courage que pour sa capacité à se dépasser. Cette dimension symbolique joue un rôle central dans son héritage. Le roi lépreux n'est pas seulement un souverain qui a lutté contre Saladin, mais un homme qui s'est dressé contre sa propre destinée. Sur le plan stratégique global, sa mort marque le début d'un effondrement rapide. Tant que Baudouin était vivant, le royaume de Jérusalem tenait encore grâce à un équilibre complexe et à sa présence rassurante. Dès qu'il disparaît, ce fragile édifice se fissure, l'autorité royale se délite, les rivalités explosent, les décisions stratégiques deviennent incohérentes. La victoire de Saladin à Hattin, 3 ans après la mort du roi, n'est pas un simple accident militaire. Elle est la conséquence directe du vide politique, laissé par un souverain qui avait contenu les tensions internes par sa seule force de caractère. Sans lui, les provocations inconsidérées de certains barons, les querelles entre factions et l'incapacité à construire une stratégie unifiée ouvrent la voie à l'effondrement. Ainsi, la chute de Jérusalem en 1187, événement que l'Occident percevra comme un séisme religieux et politique, trouve ses racines dans le moment exact où s'éteint celui qui avait retardé l'inévitable. Dans l'historiographie occidentale, Baudouin IV occupe une place singulière. Les chroniqueurs médiévaux le présentent souvent comme un saint laïque, un exemple de vertu, un roi dont la faiblesse corporelle exalte la grandeur spirituelle. Les récits modernes, plus nuancés, insistent sur son intelligence, sa maturité précoce et sa capacité à composer avec des défis politiques que même un souverain en pleine santé aurait eu du mal à résoudre. Les historiens voient en lui le dernier grand roi du royaume latin avant sa dislocation, celui dont la mort marque symboliquement la fin de la première phase des croisades. Du côté oriental, la perception de Baudouin est tout aussi intéressante. S'il ne bénéficie évidemment pas de la même glorification que dans les sources chrétiennes, il n'est pas non plus réduit au rôle d'un adversaire insignifiant. Au contraire, certains chroniqueurs musulmans soulignent son courage, sa détermination et la résistance étonnante du royaume latin tant qu'il en tenait les rênes. Saladin lui-même, selon plusieurs sources, respectait profondément son ennemi, reconnaissant qu'il faisait face à un homme dont la volonté compensait largement les limites physiques. Cette reconnaissance mutuelle contribue à donner à leur opposition une dimension presque chevaleresque, comme si 2 destins contraires s'étaient affrontés dans un duel silencieux marqué par l'estime et la rivalité. L'héritage symbolique de Baudouin IV dépasse largement son époque. Il incarne dans la mémoire collective l'idée que la grandeur ne se mesure pas seulement aux victoires ou aux conquêtes, mais aussi à la manière dont un individu affronte les limites que la vie lui impose. Son règne est l'un des rares exemples historiques où la vulnérabilité devient une force,
où la fragilité se transforme en autorité, où la maladie cesse d'être un stigmate pour devenir un signe de résistance héroïque. À travers les siècles, cette image a nourri des récits, des œuvres littéraires, des représentations artistiques et des réflexions philosophiques sur la nature du pouvoir, du courage et du destin. Aujourd'hui encore, Baudouin IV continue de fasciner parce qu'il incarne une contradiction profonde, celle d'un homme affaibli devenant un symbole de puissance morale, celle d'un roi condamné défiant l'un des plus grands stratèges de son temps, celle d'un souverain, solitaire tenant debout un royaume entier par la force de son esprit. Sa mémoire, en Occident comme en Orient, témoigne de la rencontre rare entre la tragédie personnelle et la grandeur politique. Et si Jérusalem est tombée peu après sa mort, son histoire reste celle d'un jeune homme qui, pendant un court instant, a réussi à tenir l'histoire elle-même en équilibre.